ma belle-sœur envieuse et sa famille m'ont accusé d'avoir pris sa bague en diamant, mais quand la vérité a été révélée, elle n'était pas préparée à la surprise. Moi, Clémence, 29 ans, suis mariée à mon mari Antoine, 31 ans, depuis 5 ans. Nous avons une bonne relation et une vie confortable. Antoine a une sœur, Sophie, 33 ans, qui est mariée à son mari Marc, 35 ans, depuis 8 ans. Sophie et moi ne nous sommes jamais vraiment bien entendus. Dès le jour où Antoine m'a présenté à sa famille, Sophie a semblé avoir un problème avec moi. Au début, je pensais que c'était simplement parce qu'elle était protectrice envers son frère, mais avec le temps, j'ai réalisé qu'il y avait plus que ça. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne, mes parents ont travaillé dur pour subvenir à mes besoins et à ceux de mes frères et sœurs. Nous n'avons jamais eu de luxe, mais nous avions tout ce dont nous avions besoin. Je suis allé à l'université grâce à des bourses et j'ai travaillé à temps partiel pour payer mes dépenses. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai trouvé un emploi dans une entreprise technologique et j'ai gravi les échelons. Sophie, en revanche, venait d'une famille riche. Elle n'a jamais eu à se soucier de l'argent et a obtenu tout ce qu'elle voulait. Elle est allée dans une université privée coûteuse, puis a épousé Marc, qui venait également d'une famille aisée. Sophie ne travaillait pas et passait son temps à faire du shopping, à aller dans des spas et à assister à des événements sociaux. Quand Antoine et moi avons commencé à sortir ensemble, Sophie a clairement fait savoir qu'elle ne pensait pas que j'étais assez bien pour son frère. Elle faisait des commentaires désobligeants sur mes vêtements, mon travail et mes origines. Elle essayait souvent de caser Antoine avec ses amis riches, même s'il sortait avec moi. Malgré l'attitude de Sophie, Antoine et moi nous sommes mariés. Notre mariage fut simple mais beau. Nous l'avons payé nous-mêmes et avons eu une petite cérémonie avec des amis proches et de la famille. Sophie s'est plainte de tout au mariage, de la nourriture aux décorations. Elle a même porté une robe blanche, ce que j'ai choisi d'ignorer pour éviter les drames. Après notre mariage, la carrière d'Antoine a décollé. Il a été promu plusieurs fois et a commencé à gagner un bon salaire. Nous avons pu acheter une belle maison et partir en vacances. Cela a semblé rendre Sophie encore plus jalouse. Elle comparait constamment nos vies aux siennes, essayant toujours de nous surpasser. Le mois dernier, les parents d'Antoine ont invité toute la famille à passer un week-end dans leur maison au bord du lac. Je ne voulais pas y aller à cause de Sophie, mais Antoine m'a convaincu que ce serait bon pour les liens familiaux. Le premier jour s'est bien passé. Nous sommes tous arrivés le vendredi soir et avons dîné ensemble. Sophie me parlait à peine, ce qui me convenait. Le samedi matin, nous sommes allés nager dans le lac. Après le déjeuner, Sophie a suggéré que nous jouions tous à des jeux de société. Pendant que nous jouions, Sophie n'arrêtait pas de montrer sa nouvelle bague en diamant. Elle en a fait toute une histoire, expliquant à quel point elle était chère et comment son père la lui avait offerte pour leur anniversaire. J'ai complimenté la bague par politesse, mais Sophie s'est contentée de lever les yeux au ciel. Plus tard dans l'après-midi, j'ai décidé de faire une sieste. J'étais fatigué du trajet et de la natation. Je suis allé dans la chambre d'amis où Antoine et moi logions et je me suis endormi. Je me suis réveillé environ 1 heure plus tard en entendant des cris. Je suis descendu pour trouver Sophie en train de crier et de pleurer. Elle hurlait que sa bague en diamant avait disparu. Tout le monde essayait de la calmer et de l'aider à la chercher. Sophie mettait le salon sens dessus dessous, jetant des coussins et cherchant sous les meubles. Soudain, Sophie m'a pointé du doigt et a crié que j'avais dû voler sa bague. Elle a dit que j'étais jalouse de sa bague et que je la voulais pour moi. J'ai été choqué et j'ai nié immédiatement. Antoine m'a défendu, disant que je ne ferais jamais une telle chose. Sophie a insisté sur le fait que j'étais la seule à avoir été seule dans la maison pendant que tout le monde était dehors. Elle a exigé que je vide mes poches et que je lui montre mes sacs. J'ai été humilié mais j'ai obéi pour prouver mon innocence. La bague n'était pas là, mais Sophie n'était pas satisfaite. À mon horreur, Marc s'est joint à elle et m'a accusé d'avoir caché la bague quelque part. Il a dit que je devais l'avoir prise par jalousie et a suggéré de fouiller notre chambre. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. J'ai cherché le soutien des parents d'Antoine, mais il semblait incertain. Le père d'Antoine a suggéré que nous fouillions tous la maison minutieusement. Nous avons passé des heures à chercher partout, mais la bague n'est pas apparue. Au fur et à mesure que le temps passait, je pouvais voir le doute s'insinuer dans les yeux de chacun, même la mère d'Antoine, qui avait toujours été gentille avec moi, me lançait des regards suspicieux. À l'heure du dîner, l'atmosphère était insupportable. Sophie pleurait toujours et Marc la réconfortait tout en me fusillant du regard.
Les cousins d'Antoine chuchotaient entre eux, et je sentais leurs regards accusateurs. Le point de rupture est arrivé lorsque le père d'Antoine a pris Antoine à part. J'ai entendu qu'il disait à Antoine de prendre ses responsabilités et de me faire rendre la bague ou de la payer. Il a dit que la bague valait des milliers d'euros et que Sophie était dévastée. Antoine a perdu son sang-froid. Il a crié à son père, disant qu'il ne pouvait pas croire que sa propre famille m'accuserait sans aucune preuve. Il a hurlé que j'étais innocente et que Sophie avait probablement simplement égaré la bague. Cela a conduit à une dispute houleuse où tout le monde a pris parti. J'avais le mal de mer. Je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. Je n'avais jamais rien volé de ma vie et maintenant j'étais traité comme une criminelle par la famille de mon mari. Au milieu de la dispute, Antoine m'a pris la main et a dit que nous partions. Il a dit à sa famille qu'il était déçu de tous d'avoir tiré des conclusions hâtives et de m'avoir traité de cette façon. Nous avons rapidement fait nos valises et sommes partis malgré les protestations de ses parents. Sur le chemin du retour, Antoine était furieux. Il n'arrêtait pas de s'excuser auprès de moi et de dire qu'il ne pouvait pas croire que sa famille ferait ça. J'étais sous le choc et je ne savais pas quoi dire. Je me sentais coupable d'avoir provoqué cette déchirure dans la famille d'Antoine, même si je savais que je n'avais rien fait de mal. Quand nous sommes rentrés à la maison, le téléphone d'Antoine était inondé de messages de sa famille. Sophie exigeait que nous payions la bague. Marc avait envoyé un long SMS m'accusant de ruiner leur vie à cause de ma jalousie. Les parents d'Antoine lui demandaient d'être raisonnable et de revenir pour arranger les choses. Antoine a bloqué tous leurs numéros cette nuit-là. Il a dit qu'il ne voulait parler à aucun d'eux tant qu'il ne s'excuserait pas auprès de moi. Mais je pouvais voir à quel point cela le blessait. Il aimait sa famille et cette déchirure le rongeait. Une semaine s'est écoulée et la situation ne s'est pas améliorée. Sophie a posté sur les réseaux sociaux que j'avais volé son précieux cadeau d'anniversaire. Certains membres de la famille élargie d'Antoine nous ont contactés, nous exhortant à faire ce qu'il fallait et à payer la bague pour maintenir la paix. Je suis désemparé. Je sais que je n'ai pas pris la bague, mais je n'ai aucun moyen de le prouver. Antoine me croit, mais je peux voir le poids que cela a sur lui. Il a perdu du poids et ne dort pas bien. Il envisage même de changer de travail pour que nous puissions déménager dans une autre ville et échapper à tout ce drame. Une partie de moi se demande si nous devrions simplement payer la bague pour que tout cela disparaisse, mais c'est beaucoup d'argent et, plus important encore, ce serait admettre quelque chose que je n'ai pas fait. J'ai peur que si nous cédons maintenant, Sophie me le reprochera éternellement. Je n'ai jamais voulu me mettre entre Antoine et sa famille. Malgré nos différences, j'ai toujours espéré que Sophie et moi pourrions nous entendre un jour. Maintenant, il semble que cela n'arrivera jamais. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je insister sur mon innocence, même si cela signifie qu'Antoine perd sa famille? Devrions-nous payer la bague pour maintenir la paix? Comment puis-je prouver que je n'ai rien pris alors qu'il n'y a aucune preuve dans un sens ou dans l'autre? Toute cette situation a été un cauchemar. J'ai perdu le sommeil, je ne peux pas me concentrer au travail et je suis constamment anxieuse. Antoine dit qu'il me soutiendra quoi qu'il arrive, mais je peux voir à quel point cela le blesse aussi. Alors, cher lecteur, devrais-je admettre avoir volé une bague que je n'ai pas prise ou la payer? Que feriez-vous dans ma situation? Comment puis-je arranger ce désordre sans compromettre mon intégrité? Mise à jour, cela fait 3 mois depuis mon dernier message et beaucoup de choses se sont passées. Je ne m'attendais jamais à ce que les choses se déroulent comme ça, mais je suis soulagé que la vérité ait enfin éclaté. 2 semaines après l'incident à la Maison du Lac, j'ai reçu un appel de la cousine d'Antoine, Léa. Elle a dit qu'elle avait des informations sur la bague disparue de Sophie et qu'elle voulait me rencontrer en personne. J'ai hésité au début, mais Léa a insisté sur l'importance de la rencontre. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café le lendemain. Léa avait l'air nerveuse et ne cessait de jeter des coups d'œil autour d'elle, comme si elle craignait que quelqu'un ne nous entende. Elle m'a dit qu'elle avait entendu quelque chose de choquant d'Angèle, la petite amie d'Étienne. Étienne était le meilleur ami de Marc. Selon Léa, Angèle lui avait confié que Marc était celui qui avait pris la bague de Sophie. Apparemment, Marc et Étienne s'étaient impliqués avec un usurier pour une entreprise. Ils avaient emprunté une grosse somme d'argent, mais au lieu de l'investir, ils l'avaient tout dépensé en jeux de hasard et en fêtes à Las Vegas. Quand il fut temps de rembourser le prêt, ils étaient fauchés. En désespoir de cause, Marc a volé la bague de Sophie et l'a vendue pour rembourser partiellement la dette. Il a ensuite utilisé la réunion de famille comme une opportunité pour simuler la disparition de la bague et me blâmer. J'étais stupéfaite. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais.
Une partie de moi était soulagée de ne pas être folle, de ne pas avoir vraiment pris la bague, mais une autre partie de moi était en colère que Marc fasse ça à sa propre femme et me laisse porter le blâme. Léa a dit qu'elle ne savait pas quoi faire de cette information. Elle se sentait coupable de la garder secrète mais avait peur de causer plus de drames familiaux. Je l'ai remercié de me l'avoir dit et lui ai assuré que je gérerais cela avec prudence. Quand je suis rentré à la maison, j'ai raconté à Antoine tout ce que Léa avait dit. Au début, il était sceptique. Il ne pouvait pas croire que son beau-frère ferait une chose pareille. Mais au fur et à mesure que nous en parlions, les choses ont commencé à prendre sens. Nous nous sommes souvenus à quel point Marc avait semblé nerveux pendant tout l'incident de la bague, à quel point il avait été prompt à m'accuser. Antoine a décidé de mener son enquête. Il a commencé par contacter d'anciens amis universitaires de Marc. Il a appris que Marc avait des antécédents de jeux de hasard qu'il avait cachés à la famille. Quelques-uns de ses amis ont mentionné que Marc avait récemment eu des problèmes financiers. Ensuite, Antoine a engagé un détective privé. Cela a pris du temps, mais le détective a réussi à retrouver l'usurier auprès de qui Marc avait emprunté de l'argent. L'homme a confirmé que Marc et Étienne avaient contracté un prêt et avaient récemment effectué un paiement partiel avec une bague en diamant. Antoine était furieux. Il voulait confronter Marc immédiatement, mais j'ai suggéré que nous recueillions plus de preuves d'abord. Nous ne voulions pas que cela se transforme en une autre situation où ce serait seulement notre parole contre la leur. Au cours des semaines suivantes, Antoine a travaillé sans relâche pour monter un dossier. Il a obtenu des relevés bancaires montrant d'importants retraits du compte joint de Marc et Sophie à l'époque de leur voyage à Las Vegas. Il a trouvé des relevés de cartes de crédit avec des frais de casino. Il a même réussi à obtenir des images de caméras de sécurité d'un prêteur sur gage montrant Marc vendant la bague. Une fois que nous avons eu toutes les preuves, Antoine a convoqué une réunion de famille. Il a dit à tout le monde que c'était pour discuter de l'incident de la bague et essayer d'aller de l'avant en famille. Sophie et Marc ont accepté, pensant probablement que c'était une chance pour moi de finalement avouer. Le jour de la réunion, j'étais un faisceau de nerfs. Les parents d'Antoine l'ont organisé chez eux. Quand nous sommes arrivés, tout le monde était déjà là. Sophie m'a lancé un regard froid tandis que Marc évitait tout contact visuel. Antoine a commencé par remercier tout le monde d'être venu. Il a dit que l'incident de la bague avait causé beaucoup de douleur dans la famille et qu'il était temps de mettre les choses au clair. Puis il a lâché la bombe. Il leur a dit qu'il savait ce qui était vraiment arrivé à la bague. Le silence s'est fait dans la pièce. Sophie semblait confuse tandis que Marc pâlissait. Antoine a ensuite procédé à la présentation de toutes les preuves que nous avions recueillies. Il leur a montré les relevés bancaires, les relevés de cartes de crédit, les images du prêteur sur gage. Il a même mis Étienne au téléphone, qui a confirmé, à contre-cœur, toute l'histoire. Pendant qu'Antoine parlait, j'ai observé les expressions sur les visages de chacun changer, choc, incrédulité, puis colère. Sophie a fondu en larmes, demandant à Marc si c'était vrai. Marc s'est effondré et a tout avoué. Il a dit qu'il n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin, qu'il allait trouver un moyen de récupérer la bague. Sophie était dévastée. Elle n'arrivait pas à croire que Marc ait volé sa bague et ait ensuite laissé une personne innocente porter le blâme. Les parents d'Antoine étaient choqués et embarrassés. Ils se sont tournés vers moi et se sont excusés abondamment de m'avoir douté. La réunion s'est terminée avec Marc quittant la maison honteux et Sophie restant derrière, trop bouleversée pour partir avec lui. Le père d'Antoine m'a serré dans ses bras et a dit qu'il était désolé de lui avoir dit de me faire payer la bague. La mère d'Antoine était en larmes, implorant mon pardon. Dans les jours qui ont suivi, j'ai reçu des appels et des messages de divers membres de la famille. Tous se sont excusés d'avoir cru que j'étais capable de voler et de m'avoir maltraité. Certains ont envoyé des fleurs ou des paniers cadeaux en guise d'offrande de paix. Sophie m'a appelé une semaine après la réunion. Elle s'est excusée de m'avoir accusé et de toutes les choses méchantes qu'elle avait dites et faites au fil des ans. Elle a admis qu'elle avait toujours été jalouse de moi et de ma relation avec Antoine. Elle a dit qu'elle demandait le divorce à Marc et a demandé si nous pouvions prendre un nouveau départ. J'ai été méfiante au début, mais je pouvais entendre la culpabilité sincère dans sa voix. Je lui ai dit que je la pardonnais, mais qu'il faudrait du temps pour reconstruire la confiance. Elle a compris et a dit qu'elle était prête à faire des efforts. Quant à Marc, il a déménagé de leur maison et s'est installé dans un petit appartement. Il a perdu son emploi lorsque son employeur a découvert ses problèmes de jeux de hasard et l'usurier. Aux dernières nouvelles, il assistait à des réunions des joueurs anonymes et essayait de reprendre sa vie en main.
Antoine et moi avons eu de longues conversations sur tout ce qui s'était passé. Il se sentait coupable de ne pas m'avoir cru plus fermement dès le début. Je l'ai assuré que je comprenais à quel point la situation avait été difficile et que j'appréciais son soutien tout au long. Nous avons également discuté de notre relation avec sa famille à l'avenir. Nous avons convenu que, tout en essayant de maintenir de bonnes relations, nous serions plus prudents quant à l'implication dans les drames familiaux à l'avenir. Toute cette expérience nous a rapprochés, Antoine et moi. Nous avons réalisé à quel point notre lien était fort et à quel point nous pouvions compter l'un sur l'autre, même lorsque tout le monde doutait de nous. Cela nous a également fait apprécier l'importance de la confiance et de l'honnêteté dans une relation. Sophie a tenu parole concernant son désir d'améliorer notre relation. Elle a commencé à m'inviter à prendre un café ou à déjeuner, juste nous deux. Au début, nos conversations étaient maladroites et guindées, mais avec le temps, nous avons trouvé un terrain d'entente. Elle s'est ouverte sur ses insécurités et la pression qu'elle ressentait en grandissant dans une famille riche. J'ai partagé des histoires sur mes propres difficultés et sur la façon dont j'ai construit ma carrière à partir de zéro. Lentement mais sûrement, les choses ont commencé à changer. Lors des réunions de famille, Sophie ne faisait plus de commentaires désobligeants ou n'essayait plus de me surpasser. Au lieu de cela, elle était amicale et me défendait même lorsque certains des parents plus éloignés évoquaient l'incident de la bague. Les parents d'Antoine se sont démenés pour que je me sente la bienvenue et incluse. Ils appelaient souvent juste pour prendre de mes nouvelles et nous invitaient fréquemment à dîner. Le père d'Antoine m'a même demandé conseil sur certaines questions commerciales, disant qu'il appréciait mon point de vue. Quant à la bague, elle n'a jamais été retrouvée. L'usurier l'avait déjà vendue au moment où nous avons découvert la vérité. Sophie était triste d'avoir perdu le cadeau de son père, mais elle a dit que l'expérience lui avait appris que les choses matérielles n'étaient pas aussi importantes que la confiance et la famille. Léa, la cousine qui m'avait initialement parlé des actions de Marc, est devenue une amie proche. Elle a dit qu'elle admirait la façon dont j'avais géré la situation et qu'elle aurait aimé être assez courageuse pour parler plus tôt. Nous avons commencé à organiser des soirées entre filles régulièrement avec certaines des autres cousines. L'expérience a également changé la façon dont je me percevais. J'ai réalisé que je m'étais toujours sentie un peu incertaine auprès de la famille d'Antoine à cause de mes origines, mais le fait de me défendre et de voir la vérité éclater m'a rendue plus confiante. Je savais que j'avais gagné ma place dans la famille par mes propres mérites, et non grâce à la richesse ou au statut. Antoine et moi avons eu une longue discussion sur les limites et les dynamiques familiales. Nous avons convenu que, tout en maintenant des relations avec sa famille, nous serions plus assertifs quant à nos besoins et nos limites. Nous avons également décidé de consulter un thérapeute de couple pour gérer une partie du stress résiduel de toute cette épreuve. De manière surprenante, l'entreprise d'Antoine lui a offert une promotion qui nous obligerait à déménager dans un autre département. Après mûre réflexion, nous avons décidé de l'accepter. Nous y avons vu une opportunité de prendre un nouveau départ, loin de la gêne persistante de l'incident de la bague. Lorsque nous avons annoncé notre décision à la famille, les réactions ont été mitigées. Certains étaient tristes de nous voir partir, tandis que d'autres ont compris notre besoin d'espace. Sophie, en particulier, a semblé déçue mais a dit qu'elle respectait notre décision. Elle a promis de continuer à travailler sur notre relation à distance. Alors que nous faisions nos valises et nous préparions à déménager, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé, la fausse accusation, le drame familial, la révélation de la vérité. Tout semblait surréaliste. Je n'aurais jamais imaginé qu'une bague disparue puisse causer autant de chaos et ensuite conduire à une telle croissance personnelle. J'ai appris de précieuses leçons sur la façon de me défendre, l'importance de recueillir des preuves avant de porter des accusations, et le pouvoir du pardon. J'ai aussi appris que les dynamiques familiales sont complexes et qu'il est normal de fixer des limites, même avec des proches. Antoine et moi sommes ravis de notre nouvelle aventure dans une nouvelle ville. Nous avons hâte de construire une vie loin de l'ombre des drames familiaux passés. Nous prévoyons de nous rendre visite pendant les vacances et de rester en contact, mais nous sommes également impatients d'établir nos propres traditions et notre propre cercle social. Quant à Sophie, notre dernière conversation avant le déménagement a été étonnamment émouvante. Elle m'a remercié de lui avoir donné une seconde chance et a dit qu'elle s'engageait à être une meilleure belle-sœur et amie. Elle a même plaisanté en disant qu'elle pourrait nous rendre visite dans notre nouvelle ville pour prouver qu'elle pouvait être amusante sans ses vêtements fantaisie et ses bijoux coûteux. Avec le recul, je n'aurais jamais pu prédire comment les choses allaient tourner lorsque j'ai écrit mon message initial. La vie a une façon de nous surprendre, et parfois la vérité est plus étrange que la fiction. Bien que je ne souhaiterais cette expérience à personne,
Je suis reconnaissante pour la croissance et les changements qu'elle a apportés dans ma vie et mes relations.